et bienvenue à cette session de la conférence rentrée partenaire consacrée aux annonces concernant Azure de la conférence Ignite qui s'est tenue de manière digitale du 22 au 24 septembre dernier. Alors nous sommes trois à vous présenter ce résumé. Pascal. Bonjour, Pascal Solière, donc je suis Cloud Solution Architect dans la division partenaire de Microsoft France. Bonjour à tous, donc moi c'est Nicolas Clerc, Cloud Solution Architect pour les éditeurs de logiciels, pareil dans la division Microsoft France. Et donc moi, Olivier Cagedan, avant-vente technologique pour les partenaires intégrateurs. Donc on va commencer par Pascal pour la partie Azure Infra. Ok, merci Olivier. Donc effectivement, je vais vous parler pendant un petit quart d'heure des nouveautés d'Azure concernant à la fois l'architecture hybride et les infrastructures, les problèmes d'infrastructure dans Azure. Donc avant d'attaquer dans le vif du sujet, il y a une information intéressante. C'est le projet Natic qui a été, dont on a parlé un petit peu lors de cette conférence. Donc le projet Natic, en fait, c'est un projet qui consiste à faire une expérimentation consistant à opérer un morceau de data center sous l'eau, c'est-à-dire en bénéficiant du refroidissement naturel de l'eau, etc. Donc on en a profité pour faire des expérimentations sur la disponibilité et le taux de panne des matériels dans un environnement fermé, puisque le container était sous l'eau à une trentaine de mètres, 35 mètres de profondeur, dans la mer du Nord, au large de l'Écosse, dans un environnement entièrement fermé, et dont l'atmosphère était constituée principalement d'azote. Donc on a constaté que dans cet environnement de pur azote, c'est-à-dire sans oxygène, on avait un taux de panne du matériel égal à 1/8 du taux de panne classique, du taux de panne du groupe de contrôle qui était resté sur Terre. Donc 1/8 du taux de panne, c'est un résultat particulièrement intéressant, et ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'on avait fait plusieurs groupes de contrôle avec la même atmosphère d'azote, mais des températures différentes. Et on a constaté que ce qui était important dans l'influence sur le taux de panne, c'était non pas la température, mais effectivement l'atmosphère à base d'azote. Donc ça, c'était un premier résultat intéressant. Par contre, pour d'autres résultats, l'étude est encore en cours. Donc on est en train de dépouiller un petit peu les résultats de l'étude pour avoir des choses pertinentes à dire. Sachez que c'est une pure expérimentation, c'est pas quelque chose qui est de la production encore. C'est pour voir comment ça peut fonctionner, est-ce que c'est intéressant. Tout le matériel utilisé va être recyclé, le fond marin sur lequel on avait posé le container va être restauré dans son état habituel, dans son état précédent. Donc voilà, pas de problème à ce niveau-là. Pour la petite histoire, il y avait 864 serveurs et 12 racks dans ce container. Donc le côté hybride, donc, qui a été présenté par Erin Chappell, qui est CVP, Corporate Vice President Azure Compute. Donc elle a beaucoup insisté sur le fait que Azure a été conçu dès le début avec une approche hybride, et le principe de l'approche hybride a été développé largement dernièrement avec ce produit qui s'appelle Azure Arc, et qui permet de regrouper dans une seule interface de management commune qui va se trouver dans Azure des ressources qui vont se trouver n'importe où. Et ce n'importe où, ça peut être sur n'importe quel cloud, sur site chez le client, sur des infrastructures opérées par Azure Stack, et ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle le Edge, c'est-à-dire des appareils de type IoT, qui peuvent être de toute taille. Parmi donc l'ensemble du portefeuille de produits constituant Azure Arc, on a annoncé deux choses intéressantes. D'abord, la disponibilité générale de Azure Arc Enabled Servers, donc je vais revenir dessus juste après, et puis la preview de Azure Arc Enabled Data Services, dont parlera juste après Olivier. Donc concernant les serveurs, donc les Azure Arc Enabled Servers, donc ils font partie de l'ensemble des services qu'on va pouvoir unifier via Azure Arc dans les interfaces d'administration d'Azure. Et donc par exemple, on voit sur ce schéma ici des serveurs Windows et Linux qui peuvent se trouver sur le data center on-prem du client, ou qui peuvent se trouver dans un autre cloud, un cloud AWS, un cloud Google Cloud, etc. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver concrètement dans l'interface Azure? On va retrouver par exemple, comme sur ce screenshot ici,
un resource group qui va contenir des ressources qui vont être de tout type, qui vont être par exemple des machines, des serveurs qui sont connectés à Azure Arc. Donc ici, on a un Linux on-prem, un Linux sur site, et puis un Windows sur site, qui sont connectés à notre Azure Arc. Donc qu'est-ce qu'on trouve sur ces serveurs connectés à Azure Arc, ces fameux Azure Arc Connected Servers? Donc on va trouver un agent. Donc il va falloir installer pour connecter le serveur à Azure Arc. Et dans cet agent, on trouve plusieurs composants. Ce qui est intéressant de voir sur ce schéma, c'est que côté Azure, en fait, ça se représente par deux nouveaux resource providers qui permettent de connecter deux aspects de l'agent Azure Arc sur le serveur. Donc l'aspect Hybrid Instance Metadata Service qui permet en fait de connecter l'instance à Azure AD au niveau authentification, autorisation, identité. Puisqu'il y a un service principal qui va être utilisé pour authentifier la machine, et puis une deuxième partie qui va connecter la machine, le serveur, aux fonctionnalités de configuration. Et c'est par ce biais-là, par cet agent-là, par cette connexion-là, qu'on va pouvoir imposer des configurations par policy à nos machines gérées, et remonter un état de conformité des machines. Il y a une troisième partie qui est une gestion des extensions, qui va permettre d'avoir des fonctionnalités supplémentaires comme la gestion des mises à jour ou la connexion à Log Analytics via l'agent, le fameux agent MMA historique qui assure la connexion et l'envoi des logs à Log Analytics. Côté Azure Stack maintenant, donc une nouveauté intéressante, c'est la disponibilité en preview de Azure Kubernetes Service sur Azure Stack HCI, donc qui permet d'utiliser du matériel standard et certifié en local sur le data center du client. Bon, il y a d'autres matériels qui ont été annoncés en generally available, comme notamment côté Azure Stack Edge, des matériels assez compacts et robustes, durcis, pour exécuter Azure Stack Edge. Côté donc Azure Kubernetes Service sur Azure Stack HCI, l'idée c'est de pouvoir déployer des clusters Kubernetes et donc des applications containerisées qui vont passer à l'échelle sur du matériel qui va se trouver n'importe où. Donc soit dans le cloud, soit dans Azure, mais de façon complètement équivalente et compatible sur du matériel présent chez le client. Autre annonce qui concerne cette fois-ci Windows Server et les machines virtuelles Windows Server, c'est Azure Auto-Manage. Donc Azure Auto-Manage, c'est quoi? C'est un moyen en fait de réduire le coût des opérations par l'automatisation et donc par ce biais-là d'améliorer la disponibilité et la sécurité des machines virtuelles. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir appliquer automatiquement les bonnes pratiques de management, de sécurité, de monitoring, etc. à nos machines virtuelles via ce fameux Auto-Manage. Donc l'idée, c'est de réduire les coûts en réduisant les tâches nécessaires d'administration. Donc là, on voit par exemple la définition de deux profils de configuration, puisque c'est ce moyen qu'utilise Auto-Manage pour aller appliquer ces configurations aux machines virtuelles. Un profil DevTest et un profil production. On voit que dans le profil production, on a trois choses qui sont incluses. La connexion au monitoring Virtual Machine Insights, c'est l'autre nom de Azure Monitor for Virtual Machines, pardon. Le backup. Alors le backup, on l'a pour les machines de prod, on l'aura peut-être pas dans le profil DevTest, puisque ça ne sera pas nécessaire forcément de backuper les machines qui sont en DevTest. Et puis la connexion à Azure Security Center, de façon à s'assurer la surveillance de la posture de sécurité. On voit ici également que c'est intégré dans le process de création d'une VM, par exemple, à la fin du déploiement d'une machine virtuelle en ARM dans le portail. On voit qu'on nous rappelle, tiens, ça serait peut-être une bonne idée d'activer le Auto-Manage sur cette machine virtuelle. Toujours au niveau infrastructure, au niveau réseau, on a deux petites annonces sur lesquelles je vais passer rapidement, simplement pour les citer. Le support de Cisco SD-WAN dans Azure Virtual WAN, en preview. Et puis le support du load balancing cross-région, donc sur plusieurs régions Azure, pour Azure Load Balancer, pareil, en preview.
Windows Virtual Desktop, gros succès de l'année à cause des circonstances que l'on sait, pour le travail à distance notamment. Windows Virtual Desktop, donc la V2, la version actuelle, la version ARM, a été passée en GA début août de cette année. Là, à Ignite, donc début septembre, il y avait déjà des nouveautés intéressantes. Donc 3 sont citées ici. Le support du management des hôtes de session via Microsoft Endpoint Manager. Donc les hôtes de session, on va pouvoir maintenant les passer en mode Azure AD Hybrid Join. Donc en plus de la jointure à un domaine AD, on pourra les joindre au domaine Azure AD et les gérer via Microsoft Endpoint Manager. Nouveauté intéressante. Ensuite, le monitoring workbook. Donc un workbook Azure Monitor disponible en standard dans Azure Monitor. Et puis l'intégration dans le portail de MSIX App-Attach. Donc MSIX App-Attach, c'est quoi ? C'est, malgré son nom barbare, c'est simplement la capacité de réduire le nombre d'images standards de machines virtuelles en faisant en sorte que les applications des utilisateurs sont chargées sur la VM au logon de l'utilisateur. De la même façon que les profils FSLogix sont chargés sous la forme d'un container VHD lors du logon, on fera la même chose avec les applications grâce à MSIX App-Attach. Au niveau de Azure Backup, quelques nouveautés particulièrement intéressantes, notamment pour les données sensibles de type SAP HANA. On a une fonctionnalité de backup pour SAP HANA. On a également le backup de Azure PostgreSQL. Et puis surtout, on a un autre truc intéressant pour les admins, c'est le Azure Backup Center, donc qui ressemble à ceci. C'est en fait un portail qui va vous permettre de centraliser dans un seul portail toutes les fonctionnalités de backup de tous vos environnements sur plusieurs abonnements Azure, sur plusieurs tenants quand vous êtes en multi-tenant, quand vous êtes un fournisseur de services, etc. etc. En termes de sécurité maintenant, sur la sécurité, on a surtout réorganisé, renommé certains produits de sécurité qui existaient déjà. Donc on a un nouveau nom qui apparaît qui est le Microsoft Defender, qui regroupe l'ensemble des fonctionnalités de protection contre les menaces qu'on avait d'un côté dans Microsoft 365 et de l'autre côté dans Azure. Donc d'un côté on trouve Microsoft 365 Defender, qui regroupe donc maintenant Microsoft 365 Defender for Emails, for Endpoints, for Identities, for Apps, qui sont les nouveaux noms de respectivement Office 365 ATP, Microsoft Defender ATP et puis Azure ATP. Et puis de l'autre côté, on a Azure Defender qui est le nouveau nom de la partie protection contre les menaces de Azure Security Center. Voilà, Azure Security Center, qui était donc le nom, l'ancien nom, ne va désigner maintenant que la partie posture de sécurité des infrastructures. Par contre, toute la partie protection contre les menaces vient maintenant dans le lot de Microsoft Defender, qui est maintenant ce qu'on appelle un XDR, à savoir un Extended Detection and Response. Le rôle de Sentinel reste toujours le même, à savoir un SIEM qui va centraliser toutes les données de sécurité qui viennent de tous ces produits, plus des produits tiers et annexes, etc., pour monter ce qu'on appelle un SOC, un Security Operations Center. Donc puisqu'on part de Sentinel, 3 nouveautés intéressantes en preview dans Azure Sentinel. L'analyse comportementale d'utilisateurs et des entités. Des améliorations en matière de Threat Intelligence, notamment une partie du portail dédié à la Threat Intelligence. Et puis le connecteur très attendu pour Microsoft Teams, donc toujours en preview, et qui est inclus. Alors pour le chercher, il faut aller dans le connecteur Office 365, et là vous avez une option de récupérer les logs de Microsoft Teams, donc quelque chose qui nous est demandé depuis longtemps par nos clients. Linux sur Azure, donc 3 nouveautés intéressantes pour Linux sur Azure. Donc la première, c'est la disponibilité generally available dans la marketplace de Flatcar Container Linux. Donc en gros, c'est le remplaçant de CoreOS qui était en fin de vie. Donc pareil, il s'agit de déployer des Linux légers et dédiés et avec un stockage immuable pour les nœuds de cluster Kubernetes. En gros, voilà, ça sert principalement à ça. Azure Image Builder, donc generally available d'ici la fin de l'année, qui gérera les images Linux.
Et puis la disponibilité de Azure Hybrid Benefit, donc qui va vous permettre pour Red Hat Enterprise Linux et SUSE Linux Enterprise Server, de passer dans un mode Bring Your Own Subscription. C'est-à-dire que vous venez avec votre abonnement SLES ou RHEL, que vous payez déjà par ailleurs, donc ça va vous faire des économies sur ces machines virtuelles. Pour terminer, Azure VMware Solution est maintenant en Generally Available, donc c'est la V2 de Azure VMware Solution, et est supporté également dans Azure Migrate. Eh bien, je passe la main maintenant à Nicolas qui va nous parler de développement. Donc, en deuxième module de cette session, les résumés des annonces de l'Ignite, on va faire un petit focus sur les différentes annonces orientées développeurs qui ont été effectuées lors de cette conférence. On couvre pas mal de sujets, ça va aller des langages, des frameworks de dev avec un certain nombre de services Azure, les évolutions de quelques services existants et des annonces, bien entendu, de nouveaux services. Pour commencer, le langage phare pour les développeurs chez Microsoft, c'est .NET. On a annoncé donc la release candidate de .NET 5. Donc la release candidate, en gros, c'est les dernières versions juste avant le passage en release finale, donc en disponibilité de la version finale. C'est en gros les derniers petits coups de peinture qui sont nécessaires avant de livrer le produit. Petit rappel de la roadmap par rapport à .NET, on a souvent cette question. Elle a été grandement simplifiée depuis .NET Core 3, donc maintenant on abandonne la dénomination .NET Core, .NET Framework, tout a été mergé, on a un seul et même framework qui s'appelle .NET, une version tous les ans, en novembre. Donc ça tombe bien, on approche de novembre, d'où notre présence release candidate de .NET 5. Tous les 2 ans, donc les années impaires, une version LTS, donc Long Term Support, donc à savoir une version qui sera supportée dans le temps. Donc ça peut être extrêmement pertinent pour les éditeurs logiciels qui cherchent justement des solutions pérennes et stables dans le temps. Les versions des années paires seront plutôt des années sur lesquelles on va intégrer des nouveautés et un certain nombre de fonctionnalités. Voilà. Donc cette année .NET 5 est une année paire, donc ce n'est pas une version LTS. La version LTS, c'est .NET Core 3.1. Bonne nouvelle, on est passé en release candidate, donc on a une licence Go Live. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait déployer en production vos applications. La licence l'autorise. Donc ça, c'est pour le côté pratique. Les quelques annonces principales concernant .NET 5, les plus significatives, le fichier d'application unique, donc ça permet de déployer une application sous la forme d'un seul fichier. C'est quelque chose qui était énormément demandé sur .NET, puisqu'on déployait l'application, les exécutables de l'application, mais en même temps, le framework en tant que tel et les éventuelles autres dépendances. Donc là, maintenant, on peut packager tout ça sous la forme d'un seul et même fichier. Le support de Windows ARM 64, donc là pareil, on va pouvoir déployer nativement, créer des applications nativement pensées pour les laptops à base de processeurs ARM 64. Une autre critique qui était souvent faite par rapport à .NET, quand notamment on travaillait dans des applications qui étaient containerisées, c'était la taille des containers qui était nécessaire. Le SDK faisait déjà pas loin de 250 MB. On rajoutait ensuite, en fonction du type d'application, si c'était de l'ASP.NET 64 MB, si c'était une image .NET Core 56 MB. Et du coup, on se retrouve maintenant avec des versions qui ont subi une cure d'amaigrissement. Donc, le SDK reste tel qu'il est, puisqu'il doit embarquer l'ensemble des couches techniques de base. Mais les runtime ont été extrêmement allégés, puisqu'on embarque essentiellement les manifestes et on réutilise ce qui était déjà présent dans les images des SDK. Donc, c'est toujours ça de gagner en termes de rapidité, de déploiement, de vitesse de mise à jour des applications. Les fonctionnalités qu'on va retrouver plutôt dans les librairies de classe, on va avoir une nouvelle librairie de sérialisation JSON, donc c'est ça qu'on a l'habitude d'utiliser Newtonsoft. Là maintenant, on a une librairie native dans la librairie de classe du framework .NET.
qui supporte notamment les nouveautés du langage, donc c'est ce qu'on verra juste après, le nouveau type de données ALF, mais aussi le data type record. De grandes améliorations de performance sur le garbage collector, sur la compilation à la volée, la JIT compilation, l'interop, donc c'est dès qu'on souhaite dialoguer avec du code qui n'est pas .NET, on fait de l'interop, et là on va aussi améliorer les performances de gestion de ces étapes-là. Un point important pour tout ce qui est optimisation de la taille des exécutables, c'est ce qu'on appelle l'assembly trimming. L'assembly trimming, c'est le linker .NET qui va être capable d'éliminer les assemblies qui ne sont pas utilisées au moment du packaging de l'application. Donc ça, c'était déjà le cas avec .NET Core 3. Mais avec .NET 5, on va pouvoir aller plus loin puisque l'assembly trimming pourra se faire sur le contenu d'une assembly. Ça veut dire qu'en gros, une assembly qui est utilisée, on ne va maintenir que les classes, que les propriétés, que les types qui sont réellement utilisés par l'application. Alors, il faut faire attention notamment quand on fait de la programmation dynamique ou quand on utilise de l'injection de dépendance pour pas supprimer des méthodes ou des classes qui seraient créées dynamiquement. Et là, on a toute une collection d'attributs qui permettent de spécifier dans notre code les éventuelles dépendances ou du comportement dynamique de notre code. Voilà. Un nouveau type de données, ALF, alors c'est pas l'extraterrestre qui aime les chats, c'est un type de données sur 16 bits, un flottant, qui essentiellement est pensé aussi en 16 bits, donc pour tout ce qui peut être interaction avec les GPU, les cartes graphiques, tout ce qui va être traitement massivement parallèle sur ce type de hardware. Le côté langage, C# 9, donc la nouvelle déclinaison du langage C#. On a F# 5 aussi qui est disponible. Là, je vais faire un petit focus rapide sur C#. Des nouveaux mots-clés, un setter init qui permet de définir des propriétés qui ne sont modifiables qu'au moment de la création de la classe. On avait le read-only sur les variables. Là, maintenant, on a le setter init pour les propriétés. Une classe qui peut être marquée de type data. Donc, c'est ce qu'on appelle un record au sens définition du langage et de l'IL. Ce record, en fait, a un comportement qui change par rapport à la classe standard dans .NET. C'est qu'au lieu d'avoir un comportement où les références sont les données qui sont prises par défaut pour un certain nombre de fonctionnalités, comme la comparaison, le calcul du hashcode ou le toString, avec un record, donc une classe marquée data, le comportement implicite, ce sera l'utilisation du contenu et de la valeur. Donc, les comparaisons, le hashcode, le toString seront automatiquement surchargés pour supporter la comparaison par valeur et non plus par référence. Donc, tout un ensemble de fonctionnalités complémentaires, des fonctionnalités de pattern matching, donc qui sont extrêmement touffues. On n'a pas le temps, lors de cette session, de rentrer dans le détail de l'ensemble des nouveautés du langage. Je vous ai mis le lien de l'annonce où là, vous pourrez creuser vraiment la totalité des nouveautés. Au niveau GitHub, GitHub Codespace a été annoncé. Donc, c'est un environnement de développement 100% cloud. Donc, vous avez un éditeur qui va fonctionner 100% en mode web, basé sur le code de VS Code. Et ensuite, toutes les chaînes de compilation, exécution de tests, déploiement sont exécutées dans le code, sont containerisées. Bien entendu, on va conserver la possibilité d'utiliser des environnements de développement locaux pour travailler notamment sur le code source. C'est toujours plus pratique et plus efficace. Donc, on va avoir des extensions pour Visual Studio Code et on va avoir des add-ins pour Visual Studio 2019. Tout le reste, au-delà de la phase d'édition de code, va se faire dans le cloud à travers l'intégration avec GitHub Codespace. Donc actuellement, c'est en private preview. Il y a sur le site de GitHub, vous pouvez demander à participer à la preview. Il y a un certain nombre de slots si vous êtes intéressé. Les nouveautés Azure App Service, quelques-unes. Alors, pas forcément orienté développeur, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Le support complet des containers Windows, donc ça peut être intéressant pour les éditeurs logiciels qui ont du code un peu legacy basé sur Windows et qui souhaitent quand même migrer vers App Service. Des nouveaux types d'instances, donc basés sur les derniers hardware Windows, donc un peu plus de souplesse en nombre de cœurs, taille de mémoire et un peu moins cher au niveau coût mensuel d'une instance. Là, le support des réserves d'instance sur 1 an ou sur 3 ans. Donc ça, c'est intéressant pour les applications qui tournent en continu et sur lesquelles on a une visibilité long terme de leur disponibilité. Un nouveau plan isolé, donc c'est ce qui permet d'avoir un app service complètement dédié et intégré sur son propre VNet sans aucune visibilité extérieure. Et une intégration encore plus fine et plus poussée avec les GitHub Actions. Donc une fois qu'on a créé un app service, on a un deployment center qui va nous permettre de manière très très simple, en quelques clics, d'aller créer un pipeline de développement CI/CD et de déploiement dans GitHub
à base de GitHub Action et ensuite à vous charge de le personnaliser en fonction des besoins. Azure Kubernetes Service, AKS, grande nouveauté, le start and stop. C'est quelque chose qui était demandé depuis très longtemps. AKS, quand on a un cluster, on a quelques VM qui tournent. Quand on est en mode développement, ces clusters, on les utilise pas la nuit, sauf rare exception, ça arrive, mais la plupart du temps, on n'en a pas besoin, le week-end, les vacances. Donc, on a maintenant la possibilité de mettre en pause complète un cluster AKS et de le redémarrer quand on en a besoin, une fois qu'on est revenu de notre week-end. Il ne reste bien entendu que les coûts résiduels, c'est-à-dire qu'on ne va plus payer les instances de compute, mais il ne va rester que les coûts liés au stockage qui, lui, est pérenne dans le temps. Le support des nœuds à base de confidential computing. Confidential computing, c'est l'exploitation donc des enclaves SGX dans les processeurs Intel, qui permet d'avoir des processus, des tâches qui s'exécutent dans un environnement complètement isolé, sécurisé, dès qu'on souhaite travailler sur des données sensibles de type clé, blockchain, données à sécuriser. Un point sur le côté hybrid management, Pascal nous l'a évoqué juste avant, donc avec Azure Arc, on peut maintenant intégrer dans Azure Arc aussi, en preview, donc des clusters Kubernetes. Ça permet de manager à partir d'Azure des clusters Kubernetes qui, eux, se situent en dehors d'Azure, soit sur un Azure HCI, soit dans d'autres clouds, soit tout simplement un cluster Kubernetes déployé chez un hoster ou dans votre propre data center. Donc là, on a un exemple du portail Azure Arc pour piloter les services Kubernetes. Et on voit bien que dans ce cas-là, j'ai un service Kubernetes AKS qui est déployé et qui est managé, mais j'ai aussi deux autres clusters Kubernetes qui, eux, sont managés par Azure Arc et donc se situent physiquement en dehors d'Azure. Si vous voulez plus de détails sur la partie Azure Arc, je vous renvoie à la session à 16h que je co-animerai avec Stanislas, où là, on va rentrer dans le détail d'Azure Arc. Une des nouveautés qu'apporte aussi Arc avec Kubernetes, c'est l'approche GitOps. L'approche GitOps, c'est ce qui va, c'est un moyen d'envisager les déploiements et les mises à jour d'applications et de configuration de clusters Kubernetes, non plus de manière traditionnelle avec la commande kubectl apply qui nous permettait d'exécuter des changements, de scaler des applications, de déployer des nouvelles applications, mais de passer systématiquement par l'intermédiaire d'un repo Git. Ce repo Git, en fait, aura pour charge, bien entendu, de versionner les changements. Donc là, on garde une trace et on a une traçabilité très forte des actions qui sont faites sur les clusters, mais aussi de mettre en place des phases de validation issues du DevOps, donc commit, des pull requests, des pull request approval, qui permet, une fois l'approbation requise, d'automatiser le déploiement via un agent qui tourne dans le cluster. Donc ces agents, en l'occurrence, ici, on a dans le cadre d'Azure Arc et de Kubernetes, on a fait le choix d'utiliser FluxCD. Donc c'est un agent GitOps qui est open source que vous pouvez déployer sur vos propres clusters si vous le souhaitez. Donc, gros avantage, on dissocie toute la partie management et déploiement du développement en tant que tel, et surtout on le versionne et on n'a plus besoin de faire du kubectl apply directement à partir d'extérieur. Donc on sécurise l'accès à notre cluster, on gagne en répétabilité des différentes tâches de management et on sécurise l'ensemble. Spring Cloud, c'est une plateforme de gestion de microservices qui existait déjà, donc basée sur Java Spring Boot, donc coopérée par Microsoft et VMware. On a annoncé le support donc, de microservices .NET avec le projet Stilto. Donc là, je vous ai laissé l'URL si vous voulez aller jeter un œil. On a l'ensemble des éléments disponibles. Logicap évolue grandement, intègre des nouveautés pour les développeurs. Une intégration dans VS Code pour le développement, donc qui permet de faire du développement local exactement comme pour les Azure Functions, un support complet des chaînes de type CI/CD, la capacité à regrouper plusieurs Logicap dans un seul et même package, donc ça c'est intéressant quand on a des workflows qui doivent s'enchaîner les uns aux autres, on gagne en manageabilité, si vous me permettez cet anglicisme, de l'application. On a aussi une interopérabilité avec Azure App Service et avec Azure Function qui était grandement améliorée. Et on peut maintenant déployer donc, les Logicap à base de containers, sous forme de containers, donc sur du Docker, sur l'AKS Kubernetes ou sur l'Azure App Service, bien entendu. Voilà, pas mal d'efforts ont été faits aussi sur l'amélioration des performances, notamment dans le cadre des workflows qui étaient stateless ou en mode request-response. Typiquement, j'ai un workflow qui doit renvoyer une réponse le plus rapidement possible. Ça pouvait poser des soucis de performance. Là, ces modes de fonctionnement ont été grandement améliorés. L'une des grosses nouveautés de cette Ignite, c'est Azure Communication Services.
C'est un service de communication numérique, audio, vidéo et messagerie instantanée, entièrement sous forme de service pass, disponible dans Azure. Donc, il est en preview maintenant, donc on peut le tester. Ça nous permet de faire de l'audio et de la vidéo sur IP et d'intégrer tout ça dans nos applications. Donc, c'est pas un produit final, c'est un service. C'est à vous de l'intégrer dans vos applications. C'est basé sur les cœurs audio, vidéo utilisés dans Teams. Donc, on a une compatibilité avec Teams. On peut tout à fait avoir une application d'éditeur logiciel qui va utiliser ces systèmes de vidéocommunication et être capable de dialoguer avec des personnes qui sont sur Teams. Support du chat textuel, bien entendu, et aussi une intégration avec les réseaux existants, donc à savoir la possibilité d'envoyer des SMS et la possibilité d'avoir des numéros de téléphone donc, qui sont couplés à des endpoints Azure Communication Services, ce qui permet à vos applications de répondre à des numéros de téléphone ou d'émettre des appels si besoin. La portabilité est bien entendu supportée. Je vous ai mis le lien pour plus d'informations. Un point sur la partie stockage, les blobs. Jusqu'à présent, quand un éditeur ou quand une application utilisait les blobs, il fallait mettre en place une gestion éventuellement de l'obsolescence des blobs pour faire le ménage, les supprimer automatiquement. Il manquait cette petite information sur les blobs qui était la date du dernier accès, l'horodatage du dernier accès. Donc, chose faite, maintenant, les blobs sont horodatés à chaque accès et on peut du coup complètement automatiser la gestion du cycle de vie, à savoir le déplacement d'un blob d'un tiers hot vers un tiers cool, puis ensuite éventuellement son archivage automatique, ou l'inverse, un blob qui est en cool, du moment qu'il est accédé, on va automatiquement le repasser en hot, et ainsi de suite. L'étape finale, c'est la purge automatique des blobs, une fois que ils ne sont plus accédés depuis un certain temps. Donc ça peut être très intéressant quand on génère des blobs pour des questions d'optimisation pendant le fonctionnement d'une application. La partie cognitive service, je vais passer très rapidement puisque Olivier va nous en parler un peu après. Il y en a un qui est assez, symptomatique, si on me permet ce jeu de mots, de la situation actuelle, c'est le spatial analysis, qui va nous permettre de faire une analyse visuelle d'une image, d'identifier les personnes et de vérifier si ces personnes respectent un certain nombre de contraintes d'ordre spatial. Donc, en l'occurrence, ici, la fameuse distanciation physique. On a le type de réponse. Donc là, on a un service qui est capable d'analyser une image et nous dire si oui ou non les gens respectent ces règles de distanciation. Bot service, bot framework, le Visual Composer qui est disponible sur GitHub maintenant, donc vous pouvez le réutiliser tel quel. Et on a en GA, donc en General Availability, en disponibilité commerciale, le canal qui permet de créer des bots qui vont interagir avec Alexa, donc l'assistant numérique d'Amazon. Le dernier point, un des derniers points qu'on va évoquer, les ancrages d'objets dans l'espace. Donc ça, c'est pour tout ce qui est réalité augmentée. On va pouvoir accrocher des objets, des données à des objets physiques et maintenir ce contact visuel, virtuel, en fonction du déplacement, notamment quand on utilise des outils de type HoloLens. Et pour conclure, la Private Marketplace, qui permet à une entreprise donc de créer une marketplace privée sur laquelle elle va présélectionner à l'avance un certain nombre de services Azure qui seront disponibles, approuvés et mis en place au sein de la marketplace. Une fois que cette marketplace privée est activée, les développeurs qui souhaitent ou les personnes qui souhaitent créer des services dans Azure seront contraints de passer par cette marketplace. Ça permet d'éviter le foisonnement de solutions non validées et de cadrer les choix techniques et les choix technologiques qui auront été faits au sein de l'entreprise. Donc pour terminer cette session, le dernier volet concernant la partie data et analytics, pour faire écho à la présentation de Pascal sur la partie Azure Arc, je vais détailler à mon tour deux services en fait qui sont gérables par Azure Arc, deux services de données, donc le service Azure SQL Managed Instance et le service PostgreSQL Hyperscale. Donc là, vous retrouvez les différents types de plateformes telles que Pascal les a expliquées. Donc à la fois des plateformes qui vont être on-prem, des plateformes Azure bien sûr, et aussi des plateformes cloud, Google ou Amazon. Donc on va voir comment ceci fonctionne. L'avantage déjà, c'est que bien vous allez avoir
des plateformes qui vont rester à jour, donc qui vont être managées de manière automatique et surtout qui vont être patchées comme on le souhaite. Vous allez pouvoir scaler de manière très rapidement. Donc, on va voir quelques exemples comment on déploie, mais comment aussi on peut scaler. C'est-à-dire que si on a besoin de plus de nœuds ou de plus de processeurs dans le cas de SQL, on va pouvoir très facilement, depuis les outils de contrôle, pouvoir gérer ça. Et enfin, on a des outils qui sont communs. Donc, tous les outils qu'on a l'habitude d'utiliser dans un contexte SQL, par exemple, qui vont bien permettre de gérer vos services managés par Arc, quelle que soit la plateforme. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, on va se baser sur une plateforme Kubernetes, bien sûr, donc qu'on va déployer sur son infrastructure. On va préparer les différents outils de management, donc les différentes API, les différentes lignes de commande. On va aussi pouvoir utiliser Azure Data Studio, que vous connaissez peut-être, hein, qui est l'outil de management des bases de données qui est multiplateforme. On va installer un data controller sur la partie Kubernetes. Donc, cette partie data controller, c'est ce qui va vous permettre aussi de travailler en mode connecté ou en mode déconnecté. Donc, vous n'êtes pas forcément connecté au cloud pour pouvoir travailler sur vos plateformes. Et puis, derrière, vous allez déployer et utiliser vos services ainsi managés. Donc, comment ça se présente? Ici, dans Azure Data Studio, bien vous avez vos instances SQL qui ont été créées. Donc, on a ici un exemple de gestion d'instances à la fois on-prem, mais aussi sur des clusters Kubernetes sur Amazon ou sur GCP. Et puis, quand vous détaillez sur une des instances, vous retrouvez vos outils d'administration habituels de vos bases de données, comme ici la possibilité, par exemple, de faire du backup, du restore de bases de données. Donc, comment simplement sur la ligne de commande, on peut créer des instances ici, des instances SQL ou des instances Postgre. Eh bien, vous allez dans Azure Data Studio utiliser des lignes de commande si vous le souhaitez pour faire cette création d'instances. C'est ce que je vous ai mis là. Et puis, comme je le disais, si on veut, on peut aussi se connecter sur le cluster lui-même en local, hein, puisque les outils de supervision du cluster existent en local. Donc ici, avec des rapports Grafana par exemple, ou bien vous pouvez faire remonter vos logs et vos métriques de supervision de vos bases, si vous le souhaitez, depuis vos outils de supervision. Donc, comme l'a expliqué tout à l'heure Nicolas, vous allez pouvoir intégrer tout ça à une gestion via GitHub de vos configurations. Donc, la possibilité avec des fichiers de configuration YAML de gérer via GitHub des mises à jour de votre infrastructure. C'est donc l'exemple qui est là. Donc là, tout simplement, la création d'une instance. Je fais ma modification, je commit ma mise à jour et automatiquement, les agents qui sont en attente de ce type de modification bien vont faire la création ici de l'instance. Donc voilà une autre façon de faire. Si on veut plus faire ça en ligne de commande, mais utiliser des fichiers de configuration avec du versionning, voilà comment on va pouvoir le faire. Et ça, c'est Azure Arc qui va nous permettre de gérer tout ça. Pour la partie scalabilité, c'est pareil. Donc ici, des fichiers de configuration où on donne le type d'infrastructure qu'on veut, de CPU ou autre. Et donc, quand on modifie ce type de configuration, eh bien, elle va être la mise à jour va être envoyée sur le cluster Kubernetes. Donc là, ici, on est passé dans le cas d'un PostgreSQL hyperscale de 4 nœuds à 8 nœuds. Et donc, vous voyez ici que le sharding des données, donc le partitionnement, et ça, c'est une fonctionnalité par contre d'hyperscale, va se faire automatiquement. Dans le cas de SQL Managed Instance, vous aurez une coupure. Par contre, je sais que le groupe produit travaille au changement à ce que ça devienne le plus automatique possible, même pour SQL.
Pour la partie Azure SQL Edge, donc quel est le besoin ici? Donc dans ce service, ce qui a été annoncé aussi à l'Ignite en GA, c'est d'avoir la possibilité, eh bien, de pousser un certain nombre de calculs et de manipulation de données sur le Edge. Bon, tout ça, c'est bien sûr dû au nombre de données qui sont générées aujourd'hui par les périphériques connectés, donc via l'IoT. Mais l'information importante, c'est que toutes ces données vont devoir être processées, manipulées en local, donc sur la partie Edge. On prend le cas par exemple de la supervision de robots en usine ou sur des sites de logistique. Donc toutes ces informations ont besoin en fait d'être supervisées en local pour pouvoir faire des remontées d'alerte par exemple, sans attendre bien sûr qu'on envoie ces informations, avoir un aller-retour vers le cloud. D'où l'idée d'avoir en fait une base de données SQL qui soit aussi disponible sur le Edge, sur les gateways et éventuellement sur les devices eux-mêmes, donc en mode connecté ou en mode disconnecté, puisqu'on pourra continuer à récupérer les données même si on n'est pas connecté sur la partie cloud principale. Qu'est-ce qu'amène en termes de fonctionnalité? C'est notamment toute la partie gestion du stream de données, donc avec des possibilités de travailler sur des séries temporelles. Donc les informations sont envoyées de manière régulière sur votre Edge et bien avec des fonctionnalités et des requêtes SQL qui reçoivent sur un endpoint les informations, vous allez pouvoir faire des fenêtres de temps, par exemple, pour pouvoir analyser le flux de données qui est envoyé à SQL Edge et aussi pouvoir faire exécuter des algorithmes d'intelligence artificielle, de machine learning par rapport à ces données pour éventuellement détecter des anomalies. Donc voilà, donc le gros avantage d'Azure SQL Edge, c'est d'avoir tout ça sur un seul module et qu'il soit exécutable au plus près des données. Après, nativement, on retrouve tout ce qu'on a dans SQL. C'est donc la possibilité, après, une fois que ces données sont consolidées, de remonter ce que l'on souhaite à destination de votre cloud, bien sûr. Et puis, on retrouve toutes les plateformes qu'on a l'habitude d'avoir SQL. Et ici, pour Azure SQL Edge, nouveauté, la possibilité de le déployer sur de l'ARM en 64 bits. Et ben, pour tous les gens qui connaissent SQL, vous avez donc sur toute la panoplie en fait de SQL, depuis Azure SQL jusqu'à Azure SQL Server et Azure SQL Edge, les mêmes outils, les mêmes commandes. Par exemple, pour la partie IA, vous pouvez enregistrer vos modèles dans des tables, les faire exécuter et utiliser des commandes de type predict, par exemple, pour aller faire exécuter et avoir des retours sur vos modèles d'intelligence artificielle. On va faire un point aussi sur Azure Synapse Analytics. Donc quelques changements en termes de nomenclature. Donc on va parler de capabilité. Donc c'est la partie Synapse SQL. On verra qu'il y en a d'autres. Et la façon dont on va consommer les modèles. Soit on va être un modèle dédié. C'est un modèle sur lequel on va au préalable bien réserver les ressources nécessaires, donc construire ses index, enregistrer ses données, avoir un schéma bien défini, et un autre modèle de consommation qui va être serverless, donc du modèle de requête à la demande. Et donc les termes aujourd'hui qu'on emploiera, donc c'est le dedicated SQL pool, qui était anciennement appelé SQL pool pour ceux qui ont déjà travaillé sur la preview, ou le serverless SQL pool qui était précédemment le SQL on demand. Donc la partie dedicated SQL pool, hein, c'est l'ancien SQL Data Warehouse, donc qui est en Generalability, qui est donc disponible aujourd'hui. Hein, donc c'est déjà largement déployé chez beaucoup de nos clients. Donc on bénéficie au fur et à mesure de toutes les nouveautés qui arrivent sur le dedicated SQL pool. Et puis vous avez en preview la partie complète, cette fois, Azure Synapse Analytics, avec la partie serverless SQL Pools, la partie Apache Spark, et puis l'ensemble des autres composants en fait du studio, donc les pipelines, les metadata systems, les modèles de sécurité, les services connectifs
les services connectés, pardon. Et tout ça aujourd'hui est en public privé. Donc pour la partie workspace, on est à plus de 90 services. On a travaillé sur l'intégration avec un certain nombre d'autres services Azure, en particulier Azure Stream Analytics. Donc on a travaillé sur l'ingestion de données massives avec Azure Stream Analytics. Donc il y a eu une session là-dessus où les résultats qui étaient montrés étaient impressionnants en termes de données ingérées dans Synapse Analytics. Et puis on a annoncé aussi Azure Synapse Link. Azure Synapse Link, c'est en fait la possibilité d'accéder à l'analytical store de Cosmos DB. Donc, pour ceux qui suivent les actualités autour de Cosmos DB, on a annoncé la partie serverless, mais on a aussi annoncé un store analytique. Hein, ce que c'est pour ceux qui connaissent SQL, c'est la partie column store. Donc, avoir un column store lié à Cosmos DB, donc de pouvoir faire des requêtes temps réel sur de l'analytics, sur des données de Cosmos DB. Et donc, avec Azure Synapse Link, vous allez pouvoir travailler dans Synapse sur vos données Cosmos DB sans nécessairement passer par tout un outillage d'ETL, par exemple. Voilà, autre annonce. Donc j'ai noté par exemple le row level security, le column level encryption. Donc ça c'est des choses que vous aviez dans SQL qui arrivent dans la partie SQL Data Warehouse. Le knowledge center du studio complètement revu, avec énormément en fait de code à disposition, d'exemples et de documentation. Donc très pratique pour passer en fait de l'expérimentation à la mise en production avec tous les exemples qui sont livrés dans le knowledge center. Concernant Azure Databricks, donc Azure Databricks, c'est le service Spark dans Azure. Donc c'est pas un service développé par Microsoft, mais qu'il soit dans nos services premium aujourd'hui. C'est développé par un éditeur qui s'appelle Databricks, donc qui est lui aussi largement aujourd'hui utilisé, hein, qui est un des services les plus utilisés en termes de data dans Azure aujourd'hui. Donc Databricks a annoncé donc un nouveau runtime compatible avec la version 3.0 d'Apache Spark. Donc, pour ceux qui avaient suivi des nouveautés sur la partie Delta Lake, donc Delta Lake, c'est une surcouche en fait au Data Lake en fait pour rendre une couche un peu plus cohérente en fait et pour l'accès aux données et surtout pour la mise à jour. En fait, donc Databricks annonce aussi donc un moteur qui s'appelle Delta Engine qui est complètement qui suit bien sûr les API Spark, mais qui a été complètement réécrit pour bénéficier d'une meilleure parallélisation, notamment de tous les traitements en termes de CPU. Donc le moteur Photon complètement réécrit en C++. Redash, c'est l'intégration d'une société que Databricks avait rachetée pour faire du reporting et des requêtes natives en SQL dans l'outil. Le workspace aussi mise à jour, en particulier avec une meilleure intégration On va finir cette partie data sur les nouveautés en termes de data science. Vous le savez, de plus en plus, hein, Satya Nadella l'a dit, les entreprises sont de plus en plus des entreprises qui font du développement, mais aussi de plus en plus, toutes les industries sont touchées par le besoin de faire de la data science. Et aujourd'hui, on n'a pas forcément des spécialistes de data science à disposition. Donc le puzzle qu'essaie de construire Microsoft dans le domaine, c'est de faire en sorte que ces fonctionnalités deviennent accessibles au plus grand nombre, donc à des utilisateurs qui sont, par exemple, qui savent manipuler des données et qui peuvent passer après à des expérimentations sur ces données. Donc le premier exemple qui a été mis en place, c'est le labeling. Donc le labeling, c'est quoi? Bien, tous ceux qui ont travaillé sur des projets de machine learning associés par exemple à de la reconnaissance de loups défectueux, par exemple en usine, savent qu'on doit passer par un effort de labeling des photos, donc des images.
Donc l'outil, que le studio d'Azure Machine Learning va vous permettre de créer des tâches que vous allez affecter à des personnes avec des droits, etc. sur des données associées. Et en fait, dans un premier temps, eh bien, on va faire du labeling très manuel. Donc la personne va dire défectueux, pas défectueux. Et puis au fur et à mesure que les tâches vont s'exécuter, l'outil va proposer par des algorithmes de clustering de rapprocher, par exemple, tout ce qui pourrait être toutes les pièces défectueuses ensemble pour pouvoir les présenter en même temps. Et puis aussi, au fur et à mesure, va faire du pré-labeling, donc proposer en disant, je pense que cette pièce est défectueuse, est-ce que tu valides et tu valides pas. Donc ça va simplifier énormément la tâche qui est assez manuelle de labeling d'étiquetage des photos. Et donc à partir de là, quand on a un dataset assez complet qui est complètement étiqueté, on va pouvoir l'exporter. Et puis ce dataset va servir à entraîner un modèle qui par la suite servira en usine par exemple à détecter les lots défectueux. Deuxième pièce du puzzle, c'est le designer. Donc le designer à mode graphique, peut-être que vous utilisiez déjà Visual Studio, donc il est pas mal revu. Donc avec toujours des phases de connexion et de préparation aux données, avec une visualisation statistique par exemple sur le contenu de ces données, la possibilité de faire un drag and drop de transformation de modèles, de faire le split entre les données d'apprentissage et les données utilisées ensuite pour le modèle. Voilà, tout ça en drag and drop sur le designer. Et puis la possibilité de valider, d'évaluer la performance du modèle en mode graphique, avec en finale la publication, le déploiement du modèle et la publication de endpoints, donc d'API pour pouvoir se connecter au modèle et travailler sur le résultat du modèle. Dernière pièce qu'on va voir, c'est la partie machine learning automatisée. Là aussi, via une interface, l'utilisateur vient avec son dataset, avec ses configurations, ses contraintes, et puis l'outil va proposer de faire du featuring sur les données, donc qui consiste à travailler sur les données, à formaliser ces données, formater ces données, faire des sélections d'algorithmes, de proposer des calculs sur un certain nombre d'algorithmes, et puis même de faire de ce qu'on appelle de l'hyperparamétrage d'algorithmes, hein, donc par exemple des niveaux de profondeur sur certains types d'algorithmes par exemple. Donc tout ça sont des tâches que font habituellement les data scientists, mais qui sont des tâches assez fastidieuses, assez longues, assez répétitives, et donc qui peuvent être là automatisées. Au final, l'outil vous propose des algorithmes avec un classement dans ces algorithmes, et puis vous avez le choix, vous, après, d'aller en delta, et c'est ce qui est montré en bas, de comprendre en fait pourquoi ce classement, et éventuellement, par rapport aux contraintes que vous connaissez, aux modèles que vous connaissez, faire un choix d'un algorithme par rapport à un autre et d'un modèle par rapport à un autre pour vos traitements. Voilà pour cette partie. Ceci conclut notre session sur la partie retour d'Ignite concernant Azure. Eh bien, nous vous souhaitons une bonne continuation de conférence rentrée partenaire. Merci. Bonjour, je suis Thomas Leblanc, je suis le directeur général de Selensa. Selensa est un cabinet de conseil IT, expert des technologies Microsoft. Selensa va avoir 10 ans dans quelques semaines et compte aujourd'hui une centaine de personnes, dont 90 experts des technologies Microsoft. Nous accompagnons depuis plus de 10 ans maintenant nos clients dans leur transformation digitale, dans la modernisation de leur système d'information et dans leur parcours d'innovation à travers les technologies Microsoft et particulièrement à travers d'Azure. Nous réalisons aujourd'hui plus de 97% de notre chiffre d'affaires dans Azure. Nous sommes également un partenaire learning de Microsoft. Nous dispensons un grand nombre de formations sur Azure sur tous les sujets qui sont les nôtres, à savoir la data, l'intégration, la plateforme et également l'infrastructure, le IaaS. Je vous invite à retrouver de nombreux témoignages et de nombreux retours d'expérience de nos clients ou de nos collaborateurs sur notre blog Selensa.
Bonjour, je m'appelle Sébastien Roch et je suis CTO Cloud chez Selensa. Le poste de CTO Cloud chez Selensa offre une double responsabilité entre mission interne et mission externe. En interne, j'ai la charge de définir les orientations technologiques pour Selensa et d'élaborer les parcours de formation pour nos collaborateurs. En externe, j'interviens auprès des clients comme référent technique, expert des technologies Azure, pour les aider à structurer et à définir leurs architectures Cloud First ainsi que leur gouvernance dans le cloud. Aujourd'hui, Selensa est reconnu comme un partenaire d'excellence dans l'écosystème Microsoft de par notre approche pluridisciplinaire au sein d'Azure. Nous accompagnons nos clients DSI sur tout le cycle de transformation cloud pour définir avec eux la stratégie et sa mise en œuvre. Pour répondre à ces besoins, nous déployons un spectre complet de compétences chez nos clients, à savoir de l'architecture, de l'infrastructure, de la sécurité, du DevOps, du Dev, de la data, de l'IA et du monitoring. Selensa se positionne comme un centre d'excellence Azure et de veille technologique qui accompagne les clients et les ESN dans leur cadre de projet de transformation cloud. Bonjour, je m'appelle Édouard Lelong et je suis en charge de Selensa Training qui accompagne la transformation digitale de ses clients par le biais de la formation. Selensa Training, c'est un organisme de formation référencé Datadoc, spécialisé dans la montée en compétences sur Microsoft Azure et le DevOps. Nous sommes Learning Partner, nous comptons une douzaine de formateurs qui sont avant tout consultants, employés Selensa et experts bien sûr dans leur domaine. Ils sont nourris d'une expérience permanente du conseil pour apporter un maximum de valeur à nos clients finaux. Nous avons un catalogue de formations riche qui s'articule autour de 3 offres. La première, les formations officielles Microsoft qui préparent aux certifications. La deuxième, les formations plus spécifiques que nous avons développées et enrichies suite à nos retours d'expérience clients. Et enfin la troisième, les formations sur mesure co-construites avec les clients pour répondre au plus juste à leurs besoins. Elles peuvent être toutes dispensées en distanciel comme en présentiel. Et pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre directement sur le site Selensa Training, training.selensa.com. Bonjour, mon nom est Richard Amos et je dirige la filiale française de la société Insight Technologies. Insight est présent dans 21 pays pour 11 000 collaborateurs et a pour vocation d'aider les clients dans leur transformation numérique. Nous le structurons autour de 4 axes. La première, les accompagner dans le choix et la mise en place dans les meilleures conditions économiques des solutions. Le deuxième, pour donner la pleine capacité à leurs collaborateurs de pouvoir répondre aux besoins de ces entreprises dans l'utilisation des technologies. Le troisième, c'est faciliter la transition des applications et des données dans le cloud. Et enfin, la dernière chose, c'est participer à tout ce qui est innovation technologique autour de solutions directement adaptées à leur métier. Les solutions de Microsoft sont particulièrement riches et adaptées aux besoins de nos clients. La question de savoir si c'est M365 ou Surface qu'il faut privilégier pour proposer une approche à nos clients, c'est bien la conjugaison de ces deux solutions avec notre approche de transformation et de service qui va répondre aux besoins de ces clients. Donc le choix est bien sûr d'avoir les deux en même temps. Pour illustrer ceci, j'ai envie de vous parler d'un projet que nous avons réalisé pour la société Accor. La problématique était de pouvoir intégrer très rapidement des solutions de type Surface dans leur système d'information, tout en privilégiant sécurité et intégration des numéros de série dans le cloud Azure. À cet égard, les solutions autopilote nous ont permis d'intégrer toutes ces machines rapidement et de la façon la plus sécurisée possible et la plus facile. Nous imaginons les projets autour de 4 volets. Le premier, c'est la conception de la solution. La deuxième chose, c'est la planification de la mise en œuvre de la solution. La troisième, c'est la réalisation. Et la quatrième, c'est l'exploitation. Grâce à l'acquisition de la société Venex cette année, Insight se trouve renforcé par une équipe d'une centaine d'experts qui sauront nous apporter aujourd'hui ce que nous recherchons pour nos clients, à savoir la meilleure performance avec les meilleurs outils et dans un temps le plus rapide possible. Nous avons de nombreuses ambitions pour l'année 2021 et je suis optimiste sur notre capacité à les atteindre. La première ambition concerne nos clients que nous souhaitons accompagner sur leur transformation numérique et participer à leur côté à la sélection des meilleurs outils et technologies pour y parvenir. La deuxième concerne nos partenaires avec lesquels nous pensons intéressant de partager auprès de la communauté tous les retours d'expérience et savoir-faire que nous avons pu mettre en place. La troisième concerne nos collaborateurs qui doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour parvenir à la réussite de nos projets. En conclusion, grâce à la confiance de nos clients,
aux capacités d'innovation de nos partenaires et en particulier de Microsoft, grâce à l'engagement de nos collaborateurs, de très belles perspectives de se réjouir s'offrent à nous pour les années à venir.